L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bonsoir à tous, voici les grands titres de cette édition. Diplomatie économique aux États-Unis. En marge du sommet US-Afrique, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi multiplie les rencontres avec les bailleurs de fonds. L'Union européenne renforce sa solidarité aux côtés de l'Ukraine. L'UE vient d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Et puis, au chapitre sport, veille d'armes au Qatar avant la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Vous entendrez dans cette édition les analyses et les pronostics des supporters. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le chef de l'exécutif ivoirien, le Premier ministre Patrick Achi, multiplie les rencontres aux États-Unis en marge du sommet US-Afrique. Le Premier ministre Patrick Achi entend rencontrer le maximum de bailleurs de fonds pour les inviter à investir massivement dans son pays, la Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce reportage. Le chef du gouvernement poursuit ses rencontres. Mercredi, Patrick Achi était au MCC. Le programme qui soutient des projets du secteur éducation-formation se satisfait de l'état d'avancement des différentes étapes. Bien avant, représentant le chef de l'État, le Premier ministre a pris part à l'ouverture de l'US Africa Leaders Summit avec au centre des échanges la sécurité alimentaire. Nous sommes un géant en matière de production agricole, l'agriculture de rente, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, que ce soit l'EVA, toutes ces productions que nous avons ont le même problème, le taux de transformation local pour pouvoir retenir la valeur ajoutée, créer des emplois et croître. Donc pour cela, nous avons bien sûr besoin de capital, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de savoir-faire et les Américains dans ce domaine-là ont bien sûr une très grande longueur d'avance et aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde. Donc nous avons dit que nous étions intéressés à échanger avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient venir en Côte d'Ivoire, investir et dans un partenariat gagnant-gagnant, nous permettre de transformer beaucoup plus nos matières premières afin d'avoir et de capter cette valeur ajoutée. Pour le chef du gouvernement, les défis entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires dont les États-Unis sont multiformes et il faut faire davantage d'efforts pour les affronter. Donc il y a de grandes transformations à faire pour pouvoir approvisionner les populations en quantité, en qualité, mais même au-delà de ça, de pouvoir exporter les produits alimentaires. Donc les défis que nous avons au niveau de la production pour pouvoir produire tout le long de l'année en quantité suffisante toutes les productions nécessaires, mais également les questions d'éviter les pertes post-récolte, donc les questions de stockage, les questions de transport, mais également les questions de distribution. Et la Côte d'Ivoire est résolument engagée à la transformation de ses productions locales les années à venir. Retour en Côte d'Ivoire pour parler d'employabilité de la jeunesse. La France se tient aux côtés de la République ivoirienne. Elle vient de débloquer une nouvelle enveloppe pour former un peu plus de 455 jeunes ivoiriens dans le domaine de l'agriculture. L'objectif affiché est bien sûr de parvenir à l'autonomisation. Ces jeunes, 455 au total, issus de la région du Bélier, ont été formés aux techniques culturales dans les filières manioc et maraîchage. Ils ont pris part au projet Archipelago, un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 500 000 €, soit 328 millions de francs CFA. Et en fait, le projet consiste à les former et pendant la formation, on les aide à élaborer un projet de développement. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est qu'ils construisent leur business plan, leur plan d'affaires et qu'ils deviennent des agripreneurs. Ce projet accorde donc une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les migrants de retour, les jeunes sans emploi et les femmes. Après ce programme-là, on a su que nous sommes des jeunes entrepreneurs agricoles et aussi que nous pouvons changer nos manières de cultiver. Et grâce à ce programme, j'arrive aujourd'hui à produire et à commercialiser même sur le marché. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires tourne autour de 1 200 000 francs. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est convaincu que cette initiative est une réponse à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. La France est donc fière d'accompagner la Côte d'Ivoire sur ce projet. L'agriculture, c'est la grande richesse de la Côte d'Ivoire. L'agriculture, c'est une priorité. Et parce que c'est une priorité pour la Côte d'Ivoire, eh bien c'est une priorité pour la France en Côte d'Ivoire. C'est aussi une priorité pour l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la rencontre de 3 priorités de la Côte d'Ivoire. 1, la jeunesse. 2, la formation professionnelle et 3, l'agriculture.
Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat et parrain de la cérémonie, se félicite de la réussite du programme qui est aujourd'hui une référence à Ravia. Et aujourd'hui, le centre de formation agricole de Ravia attire des jeunes Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est devenu un centre de référence et un centre d'expérimentation de la belle coopération France-Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Union européenne. Merci beaucoup, monsieur de l'Union européenne, pour nous avoir soutenus. Je suis heureux de cette école mobile de formation qui pourra passer partout. Archipelago, projet d'une durée de 2 ans, est porté par un consortium de 6 co-demandeurs qui sont la Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes en France, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional du Bélier, l'Institut national de formation professionnelle agricole et entrepreneurs du monde. La solidarité de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine engagée dans une guerre absurde avec la Russie. Cette solidarité reste intacte. À preuve, l'Union européenne vient de mobiliser la bagatelle de 18 milliards d'euros pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Dans la même foulée, l'Union européenne a adopté une nouvelle assiette de sanctions vis-à-vis de Moscou. Face aux intenses frappes russes qui se sont poursuivies jeudi sur Kherson, l'Union européenne frappe elle aussi à nouveau Moscou. Les 27 approuvent un 9e train de sanctions. Dans le même temps, ils se sont mis d'accord pour apporter une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev. La présidence tchèque de l'Union européenne a réussi à convaincre les plus réticents. Je suis heureux que nous ayons réussi à maintenir une approche unifiée de notre soutien à l'Ukraine. Je suis heureux que nous ayons approuvé aujourd'hui l'assistance macro-financière à l'Ukraine et le dernier paquet de sanctions. Mais les 27 n'ont toujours pas réussi à trouver un consensus sur le plafonnement du prix du gaz. Nous sommes convenus que l'accord doit être conclu lundi lors du Conseil extraordinaire de l'énergie par les ministres et je pense que tout le monde est conscient de cette échéance et est prêt à faire des compromis. Les 27 ont demandé à la Commission de préparer d'ici à fin janvier des mesures pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes menacées par la crise énergétique et la course aux subventions américaines. Et puis cette guerre russo-ukrainienne montre clairement l'intérêt d'appartenir à un bloc beaucoup plus solide. Le Kosovo l'a si bien compris qu'il vient de déposer officiellement sa candidature pour une adhésion à l'Union européenne. Le Kosovo a déposé ce jeudi sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Le Kosovo, petit territoire d'1,8 million d'habitants, dont l'indépendance est toujours âprement contestée par la Serbie, est le dernier pays des Balkans occidentaux à demander officiellement sa candidature à l'UE. Mais le chemin risque d'être long et laborieux. Je répète que nous ne voulons pas de voie rapide, nous ne voulons pas de porte dérobée pour l'intégration à l'Union européenne, mais nous voulons la rejoindre le plus tôt possible. Je crois qu'avec notre dévouement et notre volonté, nous allons également faire changer d'avis les éventuels sceptiques. Alors que les tensions sont toujours très palpables avec Belgrade, la Serbie, qui considère toujours le Kosovo comme une partie de son territoire, ne cache pas son amertume. Je ne sais pas quels critères s'appliquent pour décider si un territoire est un État ou non. Si un seul, même le plus grand État membre de l'UE le pense, s'ils le pensent tous, ou si cela se base sur l'appartenance à l'ONU. Nous devrons nous battre aussi fort que possible pour protéger notre État et nos intérêts nationaux. La guerre en Ukraine a ravivé l'intérêt de l'Europe pour la stabilisation des Balkans, mais le Kosovo part avec un lourd handicap. 5 pays européens, dont l'Espagne, n'ont jamais reconnu l'indépendance de ce petit pays. Toujours dans l'actualité européenne, on aborde à présent un chapitre sombre dans cette édition. 10 personnes au moins ont trouvé la mort dans un incendie domestique. Ça s'est passé dans une banlieue près de Lyon. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis de se rendre sur place pour apporter le réconfort de la République française.
Un drame cette nuit dans la banlieue de Lyon en France. Un incendie dans un immeuble de Vaux-en-Velin a fait 10 morts, dont 5 enfants et 14 blessés. 4 d'entre eux sont en urgence absolue. Le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin au rez-de-chaussée du bâtiment avant de se propager vers les étages. Un important dispositif de secours a été mobilisé pour éteindre l'incendie dont on ignore encore l'origine. Le sinistre a eu lieu dans le quartier du Mas du Taureau en plein renouvellement urbain. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place dans la matinée. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont livré leur verdict. L'affiche définitive est connue. L'Argentine sera aux prises à la France dimanche prochain. Mais avant, les supporters donnent ici leurs analyses et pronostics. Jour de repos à Doha, alors que les demi-finales du mondial ont rendu leur verdict. Les supporters présents au Qatar attendent désormais avec impatience les finales prévues ce week-end. Les Marocains ont déjà digéré leur défaite face à la France et espèrent bien conclure en beauté leur incroyable épopée en décrochant une 3e place contre la Croatie ce samedi. Je suis tellement heureux que l'on ait déjà réussi à atteindre les demi-finales. On était à 2 doigts d'arriver en finale, l'arbitrage ne nous a pas aidés, les joueurs étaient fatigués et on n'a pas su résister à la France. Pas de chance pour le Maroc. Mais c'est déjà tellement historique ce que l'on a fait au nom des pays arabes et africains, c'est fantastique d'être arrivé aussi loin. La grande finale opposera donc l'Argentine de Messi à la France de Mbappé, 2 nations bien décidées à accrocher une 3e étoile à leur maillot. L'Argentine sera l'heureuse élue. Au nom de tout le continent sud-américain, je suis sûr qu'elle va remporter la Coupe du Monde. Les supporters français ne l'entendent évidemment pas de cette oreille. Ah, on va gagner, c'est obligé, on a une super bonne équipe. Après, on a eu, hier on a pêché un peu au milieu de terrain avec la non-sélection de Rabiot, mais je pense qu'en finale, ouais, on va faire un 3-1. France ou Argentine, c'est dimanche après-midi que l'on saura qui soulève le trophée tant convoité. L'aboutissement d'un rêve qui ne cesse de grandir depuis maintenant 3 semaines de compétition acharnée. Ce journal est à présent terminé. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisé, Abel Ndoli à la caméra et Georges Tano à la réalisation. Merci à vous également pour votre aimable fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.